Mais oui, ça s'est développé et ça a été de plus en plus violent en fait. Ça a été une escalade dans la violence. Un jour, il a voulu. Bonjour, c'est Dani Ross de Human Connection. Alors, durant un de mes voyages au Mexique, j'ai eu la chance de rencontrer une personne, une femme, une jeune femme qui s'appelle Valérie. Et j'ai été très très touchée par son témoignage. Nous étions en train de discuter tout simplement comme ça et elle m'a fait part d'une partie de sa vie. Et lorsqu'elle m'a raconté son histoire, je savais que je devais l'interviewer parce que c'est un sujet très touchant et que vous allez comprendre, ok, durant l'interview. Alors, elle s'appelle Valérie. C'est une battante, c'est une voyageuse, une aventurière. Je vais lui laisser la parole, mais avant ça, je voulais vous demander, n'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de mettre des petits likes ou des commentaires, car grâce à vous, si j'ai beaucoup de likes et des commentaires, ou des commentaires, ce que vous pensez, cela m'aide à continuer ma passion, qui est de partager la vie des gens et où nous laissons des témoignages qui peuvent aider aux gens qui nous écoutent. Alors, maintenant, je vous présente Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Dani. Oui, alors j'ai eu cette chance de rencontrer Valérie et vraiment, je pense qu'il n'y a pas de hasard et je vais lui laisser la parole. Alors Valérie, raconte-moi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Tu as voyagé beaucoup, alors vas-y. Oui, effectivement. Donc là, ça fait. Je m'appelle Valérie, j'ai 45 ans, je suis belge et je vis actuellement sur une île au Mexique. On s'est rencontrés il y a 2 jours. Mon parcours de voyage, je suis partie il y a plus d'une vingtaine d'années suite au décès de ma maman. C'était assez traumatisant, donc j'ai préféré m'éloigner. J'ai vécu dans différents endroits. J'étais un peu aux États-Unis, un peu au Canada. Et puis je me suis fixée dans la ville de Mexico pendant 10 ans environ. Là, je travaillais dans des hôtels, dans des compagnies, j'étais secrétaire, tout ça. Et puis, j'ai découvert le parachutisme. Oh. Donc, le parachutisme, j'ai fait des sauts en parachute en binôme, en tandem, et ça m'a vraiment plu. J'avais très très peur et en fait, j'ai surmonté ma peur en sautant et j'ai trouvé ça fascinant. Fascinant. Et alors, à cette époque-là, tu avais quel âge? Donc, je suis arrivée au Mexique, j'avais une vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans, un peu moins de 25 ans. Un peu moins de 25 ans. Et là, donc, parce que parachute, c'est quand même quelque chose. Hein? Oui, oui. Mais c'est bien parce que tu as raison, c'est une belle façon de vaincre sa peur. Parce que nous devons toujours vaincre nos peurs. Parce que, comme je dis toujours, la magie est dans l'inconnu. Alors, continue. Donc, tu es au Mexique, tu fais du parachutisme, tu travailles pour cette compagnie et à un moment donné, tu t'en as assez, c'est ça? Non, je ne travaille pas au Mexique là-dedans. Je découvre le sport, je saute pour ma passion. Okay. Je fais mon cours de parachutisme toute seule. Je commence à sauter avec d'autres personnes. Donc, je m'amuse beaucoup, c'est super. Et puis, je me dis justement que j'aimerais bien travailler dans ce milieu que j'ai adoré. Et pour ce faire, je pars d'abord au Canada et puis aux États-Unis. J'essaie de me former et je me rends compte que ce sera beaucoup plus facile en Europe en fait. Ah oui. La France, c'est un grand pays de parachutisme. La Belgique aussi, on a des bonnes. Je ne savais pas. On a un niveau mondial. Oui. Ok. Du coup, je me suis dit, bon, allez, puis je vais rentrer en Europe, je me rapprocherai de ma famille et tout ça. Donc, je suis revenue en Europe, j'ai commencé à travailler en France. Et puis, j'ai travaillé en Espagne, à Emporia Brava. Et puis, je suis partie au Chili. J'ai beaucoup voyagé avec le parachutisme. Je repliais les parachutes, en fait. Ah, tu repliais, ok. C'est une belle expérience. Oui, j'étais plieuse de parachute. Je suis allée en Guadeloupe, chez les copains, là, chez Caillou. J'étais en Norvège, voilà. Et puis en Italie, lors d'un événement de parachutisme en Sicile, j'ai rencontré un des moniteurs qui
qui a une amie qui avait un hôtel là où nous sommes et qui m'a proposé qui cherchait une réceptionniste. Et comme l'hiver arrivait, la saison des seaux elle est terminée, je me suis dit bon, je vais aller passer l'hiver au soleil. Quelle belle idée, au Mexique, au soleil. J'ai toujours eu envie de revenir au Mexique, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, je suis revenue, et ça fait 4 ans que je suis installée ici. Alors donc, tu as commencé, tu travaillais pour un hôtel, c'est ça, réceptionniste et tout ça. Et après, tu es passé plus dans le tourisme. Alors raconte-nous tout ça. Donc oui, à l'hôtel, je m'ennuyais un petit peu au début, alors j'ai changé d'hôtel et puis là j'avais un peu trop de travail, donc c'était un peu compliqué. Et puis j'ai rencontré en fait celui dont on va parler un peu aujourd'hui, mon ex, qui lui vendait des tours et on a commencé à se connaître. Je l'ai rencontré assez rapidement après mon arrivée ici. Et il m'a dit, mais tu devrais peut-être vendre des tours, tu parles 3 langues, ce serait bien pour toi, tu gagnes bien ta vie et c'est sympa. Et du coup, j'ai l'idée à trotter dans ma tête et puis effectivement, j'ai commencé à vendre des tours là dans la rue. Et tu étais associée avec lui ou tu travaillais pour lui à ce moment-là? Pas au début, non. Au début, je travaillais avec quelqu'un d'autre et puis mon ex avait ce sont deux petites cahutes sur la plage. Et il y en a une qui se libérait, il m'a proposé d'y travailler, donc je travaillais quand même avec lui. Avec lui, ok. Ouais. Alors, tu travailles avec lui, mais là, il commence à se passer quelque chose intimement, ou vous êtes un peu attirés. Comment ça a commencé tout ça? En fait, ça a commencé vraiment la première fois, moi je l'ai vu, je passais sur la plage et il m'a parlé. Et donc je me suis retournée, Ouais. et ça je me souviens. Et puis quelques jours après, au petit bar où il y a de la musique live, j'écoutais la musique et il m'a pris par la main pour danser. Et donc la danse a été un truc très fort entre nous. Et donc voilà, il m'a fait la cour pendant au moins un mois ou 2. Ah oui, Parce qu'au début, je voulais pas sortir avec quelqu'un tout de suite. Je venais d'arriver, donc j'étais un peu pas réticente, mais bon. Et puis il m'a charmé. On est tombés amoureux et puis on a commencé à sortir ensemble. alors vous sortiez ensemble et vous voyez tous les jours parce que vous travaillez l'un à côté de l'autre, c'est ça? Oui, c'est ça. Au moment où on sortait ensemble, je travaillais encore dans l'hôtel. Donc ça, j'ai commencé à travailler avec lui au fur et à mesure. Et ben, ça se passait très bien. Lui, moi j'habitais chez moi, mais il venait souvent. On n'a jamais vécu ensemble. Ça, heureusement, parce il avait toujours sa chambre. Et puis moi, je logeais là dans le centre. Et voilà, donc normal. Donc tout va bien, vous êtes amoureux, il est charmant et tout. Et un jour, il se passe quelque chose. Oui, tout à fait. Qui a commencé à déclencher oui, cette histoire. C'est vraiment, c'est un peu cliché, mais c'est un jour on est chez moi et il me pousse. Je sais plus pourquoi. On a une discussion ou quelque chose. Oui, il me pousse fort et je tombe par terre. Je me revois encore là dans mon petit closet là où j'avais les vêtements et je tombe et je pleure. Je suis complètement sous le choc. Puis il est toujours, moi je pensais toujours, ouais, le premier mec qui me frappe, je me casse, je pars. Et puis en fait, ça s'est pas passé comme ça. Alors pourquoi tu... Oui, parce que finalement, tu es quand même une fille forte qui a beaucoup voyagé et tout. Mais la première fois, qu'est-ce que tu t'es dit? Il ne le refera plus ou comment tu as réagi? C'est la stupeur, vraiment le choc, c'est le coup de tonnerre dans le ciel bleu. Il y a vraiment le ciel qui m'est tombé sur la tête et je ne comprenais pas. J'étais vraiment en état de stupeur, qui est un état que beaucoup de victimes décrivent dans ces histoires-là. Et c'est vrai que je me suis sentie comme ça. Je ne pouvais pas réagir, j'ai beaucoup pleuré, il s'est excusé, pardon, je ne le ferai plus. Et voilà, on pleure, je suis désolée, tout ça, et puis la vie continue. On se dit que ça va passer, c'est rien, c'est pas grave. Et là, quand il l'a refait, c'était longtemps après? J'ai pas trop de souvenirs exactement de comment ça s'est passé, mais oui, ça s'est développé et ça a été de plus en plus violent en fait. Ça a été une escalade dans la violence. Un jour, il est rentré par la fenêtre, il est rentré par la fenêtre chez moi. Enfin, bon, il y a des épisodes très, très pénibles, des scènes de jalousie en public. En public aussi? Oui. Ok. Oui.
Mais sinon, la violence, c'était à la maison, c'est quand on était chez moi. Bien sûr, personne ne le voit. Alors, violence, alors, début il te pousse, après quoi? C'est carrément des points dans le visage ou quoi? Son... Ce dont je me souviens, c'est... Oui, c'est souvent, il essayait de m'empêcher de sortir de chez moi quand on se disputait. Moi, j'ai tendance à dire, bon ben, écoute, on s'éloigne, on se calme, et moi, je m'en vais ou quoi. Et alors, il m'empêchait de sortir, et donc, j'ai des images de moi par terre avec lui qui me tient, et donc, voilà, donc, avec des coups, voilà. Et ça a duré combien de temps à partir du moment où il a commencé à te frapper, ou vraiment, un jour, tu as dit, alors, dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui a créé le moment où tu as dit, ça suffit? Donc oui, la violence augmentait et j'avais essayé plusieurs fois déjà de le quitter. J'ai dit bon maintenant ça y est, ça suffit, mais on revenait un peu ensemble. Et puis un jour vraiment, il était sur moi en train de m'étrangler et je me suis dit là, s'il n'arrête pas, je vais mourir et je peux rien faire parce que un homme c'est fort. Oui. Il avait cette force et j'étais sans défense. Sans défense. Mais quand on s'est parlé durant notre rencontre, tu me disais que, et je crois que ça arrive aux victimes souvent, tu étais un peu coupée de toi-même. Tu te sentais coupée de toi-même, hein, c'est ça? Tu ne comprenais pas. Un côté, tu disais, mais je devrais partir. Puis de l'autre côté, tu ne le faisais pas. Donc, tu étais coupée de ton corps. Oui, j'étais vraiment dans une espèce de dissociation totale. Je vivais ma vie comme si j'étais sur une scène de théâtre. J'étais plus vraiment moi-même. J'avais une certaine insensibilité à plein de choses. Et je pense que c'était un mécanisme de défense. C'est de la survie. Oui. Exactement. Ouais. Et donc la violence augmentait et moi je me renfermais. Enfin, c'était... Et je faisais bonne figure devant tout le monde, je continuais à travailler, j'allais voir mes clients, les gens, tout ça, mais à l'intérieur, j'étais vraiment bloquée. En souffrance. Hein. Ah oui. Est-ce qu'avec tes clients, tu étais différente? Tu dirais? Ah oui, c'était un spectacle, c'était le Valérie Shaw, tout va bien. Tout va bien. Ah oui, plus ça allait mal, tout allait bien avec les gens. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, la fois où vraiment il t'a presque tué, parce qu'il t'étranglait et tout ça, là, tu as dit, ça y est, il faut que je parte. Alors, tu es allé porter plainte à la police ou qu'est-ce que tu as fait? Il y a eu un épisode de violence avant ça où il est parti de chez moi et j'ai été porter plainte à la police qui l'a arrêté. Mais ici, la police, ça ne servait pas à grand-chose. Mais je voulais quand même laisser, et ça, je pense que c'est important, je voulais quand même laisser une trace, ne fût-ce qu'un papier qui disait que j'étais en situation de violence. De violence et de danger. Oui, c'est ça. Même si je pense que l'intervention de la police n'est pas directe et puis c'est pas ça qui est... Il faut que ça vienne de soi-même, quitter la personne. Mais je voulais laisser une trace administrative, on va dire. Qu'on puisse dire après, mais regarde, il y a eu un dépôt de plainte et il se passait des choses. Donc ça, pour moi, c'était important. Après, les faits concrets ici, ça n'a pas été grand-chose. On n'est pas dans une situation... Mais tu aurais pu le faire expulser de l'île, quand même. J'aurais pu le faire expulser de l'île, effectivement. Et ça, c'était... Ils m'ont demandé, et là, j'étais pas prête à le faire. J'étais encore... Je me disais que pour lui, c'était vraiment la fin de tout si je faisais ça. Et j'étais pas prête à lui faire ça. J'étais encore vachement dans la compassion et dans... Presque le pardon. Oui, je pardonnais beaucoup. Hein. Mais on doit être dans le pardon, mais juste... Pas dans ces circonstances-là. Et alors, donc, écoute, tu es là. Tu n'es plus avec lui, donc tu t'en es sorti. Oui. Ça a été très difficile. Tu as dû prendre l'aide tu as consulté, psychologue et tout ça. Oui. Et ça fait combien de temps de ça? C'est un processus, ça prend du temps. C'est long. Ça, je m'y attendais pas, mais je pense que ça va faire presque 2 ans quand même que j'ai été suivie par une psychologue merveilleuse qui a une technique qui est la... EMDR. EMDR, j'ai entendu parler. Oui. C'est pour les post-traumatismes et ça m'a vraiment, moi personnellement, ça m'a sauvée pour me guérir du traumatisme, vraiment de la violence et
recommencer à m'ouvrir, à pouvoir en parler. À faire confiance après aussi à d'autres hommes. Alors ça c'est nouveau, ça commence à Ça peine. commence. C'est encore une autre étape. Parce que d'abord je me suis guérie moi, et puis je pensais que ça allait mieux, puis un jour tu rencontres quelqu'un d'autre. Et j'ai encore eu des angoisses, des choses pareilles, donc il faut de la patience. Ça prend du temps, mais c'est possible. Mais ça, faut être patient, faut être gentil avec soi-même. Et alors, il y a un sujet aussi que je pense que c'est important qu'on partage, c'est que lorsqu'on vit des traumatismes, quels qu'ils soient, souvent, on n'en parle pas à ses proches, on n'en parle pas à sa famille, parce qu'on veut un peu l'épargner, et même, on n'en parle pas toujours à ses amis, parce que, comme tu le dis, il y a un sentiment presque de honte, de culpabilité, Donc, est-ce que tu veux partager ça? Oui, effectivement, c'était ce que j'aimerais dire, je pense, c'est que pour moi, c'était très important, c'était le premier pas, c'était d'en parler à quelqu'un. Alors effectivement, j'en ai pas parlé à mes proches parce que j'avais honte de ce que je vivais, de la situation dans laquelle j'étais et tout ça. Mais en fait, j'en ai parlé à une connaissance. C'est une amie que je connais depuis pas très longtemps ici sur l'île, et d'en parler avec elle, moi, ça me faisait du bien. Ça a été comme ça petit à petit, ça m'a vraiment aidé à évacuer. En parlant, oui. tu évacues cette énergie, oui. Cette douleur. Oui, oui. Et puis elle m'écoutait juste, il n'y avait pas de conseils, il n'y avait pas de jugement, c'était juste que moi je pouvais en parler, et ça a été la première étape. Et qu'est-ce que tu as aussi découvert que quand on vit des moments comme ça, on pense qu'on est la seule. Et alors que non, oui, quand tu as commencé à en parler, tu as rencontré plein de personnes qui disaient « mais moi aussi ça m'est arrivé ». Oui, alors ça aussi, ça a été une surprise dans tout ce chemin, et c'est pour ça que j'en parle maintenant. Pour si ça peut aider quelqu'un un jour, j'espère vraiment que ça peut avoir cet effet-là. Parce que oui, quand j'ai commencé à en parler, de nouveau à des connaissances, je me disais, ah mais moi aussi, j'étais avec quelqu'un, il m'enfermait pendant des années, il m'a enfermé chez moi, il me violait, enfin des choses abominables que vraiment je ne m'attendais pas à... Oui, on ne s'imagine pas. Hein. Non, on ne s'imagine pas. Et pourtant, on est nombreuses à vivre... Nombreuses. Je vais inclure les hommes aussi, bien sûr, et les enfants. Et les enfants. Il y a beaucoup de situations de violence, et je pense que quand on commence à en parler, il faut que les tabous tombent, oui. Et qu'on partage ces expériences. Et de ne pas avoir peur, surtout. Pas avoir peur de s'ouvrir et de... Ouais. Avoir peur, je pense qu'on ne choisit pas. Non, mais il faut y aller. Mais il faut la vaincre de petit à petit. Exactement. Et voilà. Alors... Valérie, écoute, c'est un partage très, très touchant, et vraiment merci d'avoir cette humilité, vulnérabilité de le partager. Maintenant, s'il y a un message que tu veux laisser aux gens qui nous écoutent, quel est ton message? Mon message, ce serait vraiment, c'est très personnel, c'est de essayer d'en parler. Essayez d'en parler quand vous êtes prête, essayez d'en parler aux gens, de communiquer à quelqu'un, ça peut être une amie, n'importe qui. Parlez-en, et je pense que c'est un premier pas pour sortir d'une situation qui est forcément très compliquée. Mais c'est vraiment ça. Et pour ça, Human Connection, je pense que c'est la connexion qui peut nous aider. Et le Covid a été très difficile pour ça, notamment. Je pense qu'on s'est beaucoup isolé, et... Oui, les gens étaient coupés. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, si on a un cœur ouvert, et d'ailleurs nous sommes dans un petit hôtel qui s'appelle El Corazon, il y a des cœurs partout. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard, je suis ravie de faire cette interview avec cette femme avec un grand cœur. Et sans l'aide des humains, nous ne sommes rien. Donc, n'ayez pas peur, Human Connection, cœur ouvert, et nous nous en sortons toujours, toujours, toujours. Alors voilà, merci Valérie pour ce magnifique partage. Et j'espère que vous aurez eu des messages. Donc, si vous voulez, mettez des petits likes, inscrivez-vous, et même si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Au revoir. Au revoir.